Bonjour, donc bienvenue au WebTech SCS sur l'intelligence artificielle et la sécurité, dans le domaine de la sécurité. Nous allons vous présenter aujourd'hui des cas d'usage innovants dans le domaine donc, de la sécurité, qui sont portés notamment par deux startups membres SCS, avec des dispositifs de financement différents et qui seront complétés en fin de WebTech par un utilisateur qui exprimera son intérêt ou pas. Qui est le coordinateur IA de la gendarmerie nationale et qui donnera son avis sur ces cas d'usage innovants et ces innovations dans leur environnement. Donc, ce WebTech vous permettra d'abord de comprendre comment manipuler efficacement des séries temporelles en taguant, annotant et labellisant vos données, mais aussi en identifiant et surlignant les déviations de données automatiques. Et puis, il permettra ici de comprendre l'utilisation de l'intelligence artificielle embarquée dans des cas concrets, je vous le disais, avec des aspects alerte temps réel, détection par drone, sauvetage en mer, etc. Alors, petit rappel logistique, les caméras et les micros des participants sont coupés. La session est enregistrée, elle sera disponible en replay dans quelques jours sur le site web du pôle SCS et un questionnaire sera disponible à la fin de ce WebTech. Si vous voulez bien y répondre, ça nous est toujours utile. Alors aujourd'hui, donc je vous disais d'abord un zoom avec Isaco sur un challenge terminé, le projet AI for CS, je ne sais pas si on le dit comme ça exactement, mais un challenge IA donc, dans la thématique défense et sécurité, accompagné par les pôles SAFE et SCS. Et Mathias Gâteau de SAFE est avec nous d'ailleurs. Et puis ensuite, on parlera donc de nouveaux challenges, de nouveaux projets qui vont démarrer, qui viennent juste de démarrer, avec le dispositif de financement européen Security, qui sera présenté par Marielle Campanella, tout d'abord, et ensuite, on rentrera dans le vif du sujet avec deux projets, Screen et LIA. Et puis ensuite, je vous disais, une expression d'intérêt et un point de vue d'un utilisateur, c'est toujours utile pour voir le besoin et matcher le besoin avec les projets. Voilà nos speakers. Si vous voulez bien ouvrir votre caméra, on voit un petit peu à qui on a affaire. Donc, Bora Kizil, CEO de ESACO. Julien Muller, CTO et cofondateur aussi également de ESACO. Si vous voyez votre caméra, vous avez ouvert votre caméra? Tout à fait. D'accord, ok. Moi, je ne la vois pas, mais peut-être que c'est moi, je ne vois pas bien. Le général Patrick Perrotte, arrivera un petit peu plus tard. Il est pris dans une formation actuellement. Et Marielle Campanella, donc projet européen, en charge des projets européens chez SCS. Alors, je rappelle, aujourd'hui, on va traiter en termes de technologie d'intelligence artificielle, vous l'avez bien compris, et en termes de marché, eh bien, une industrie qui est particulière, l'industrie de la défense et de la sécurité au sens large, mais c'est un thème majeur chez SCS et qui est bien inscrit dans notre feuille de route. Petit rappel sur qu'est-ce que SCS fait dans l'intelligence artificielle. Pas mal de choses. On fait des publications sur des chaînes de valeur, des laboratoires et des équipes de recherche pour booster l'innovation entre industriels, en groupe d'ailleurs, et des équipes de recherche. C'est bien de travailler avec des chercheurs et donc vous avez une visibilité, une cartographie très fine de qui fait quoi dans le traitement automatique du langage naturel, dans la vidéo, l'IA pour la vidéo, etc. On fait également tous les trimestres une note de conjoncture avec un observatoire avec Inextinso, le cabinet Inextinso, pardon. Et la prochaine, début 2023, aura lieu normalement sur l'intelligence artificielle. Et donc, ça permettra de voir un peu les tendances, l'évolution de la filière, des chiffres en termes de levée de fonds et les enjeux. Surtout que la dernière avait lieu il y a un an, donc ça permet vraiment de voir l'évolution sur un an de la filière IA, avec des interviews notamment d'acteurs et de membres SCS clés. Ensuite, on fait, justement, c'est l'occasion, on va donner la parole à Isaco, lauréat des challenges IA nationaux. Donc, c'est un dispositif qui a été lancé en 2019 suite à la stratégie IA présentée par Macron en 2017, puis le rapport Cédric Villani de 2018 qui mentionnait que l'intelligence artificielle était clé et booster d'innovation et que pour améliorer la compétitivité des entreprises et notamment des startups françaises, eh bien, les challenges IA pouvaient justement permettre cela. Et donc, on verra un premier
premier challenge avec ESACO et l'Association nationale des fréquences, hein, qui a été le sponsor tout à l'heure. Et on est à la vague 3 aussi, j'en profite aussi pour vous dire qu'ils sont toujours en cours. Et là, nous sommes avec Mathias, justement, Saïf Inquiétant, qui est avec nous. Nous sommes en train de présélectionner hein, les lauréats, les futurs lauréats de cette vague 3. Et les dossiers sont de très bonne qualité, donc on est ravis. Ensuite, comme tous les pôles, bien sûr, on labellise des projets, mais notamment beaucoup, notamment en 2022, en intelligence artificielle, qui permet effectivement de permettre à des startups et des PME de la région, notamment, de déposer des projets avec du financement public, qu'il soit régional, national ou européen. Et puis, on fait des animations spécifiques, comme aujourd'hui, hein, des webinaires virtuels pour sensibiliser, informer, expliciter, mettre en avant aussi, mettre un coup de projecteur sur les experts qui sont réunis aujourd'hui dans le domaine de l'IA. On fait des groupes de travail également, et puis on fait des journées un petit peu plus filière, plus aval, marché, et c'est justement l'objet de la journée qu'on va organiser avec Safe le 2 février à l'école de l'air à Salon-de-Provence. Ça va être une journée justement avec, je dirais, dans le cœur de l'agenda qui aura pour objectif de vous faire un rétex, un retour d'expérience de tous les challenges IA thématiques défense et sécurité avec les sponsors et les lauréats réunis. Mathias, est-ce que tu veux dire un petit mot sur justement l'agenda qui aura une partie, donc je le disais, plutôt conférence le matin et atelier Rétex, et puis l'après-midi, rendez-vous. C'est l'occasion aussi de prendre des rendez-vous avec des sponsors actuels que vous voyez à l'écran, mais aussi futurs, qui ont des challenges à déposer, mais des challenges plus ou moins mûrs et qui viendront justement éclaircir, maturer, je dirais, rendre leurs besoins un petit peu plus mûrs en rencontrant différents experts IA lors de cette journée. Oui, donc merci Fabienne pour cette introduction. Je vais juste compléter très brièvement ce que tu as dit parce que c'était déjà très complet. Donc effectivement, cet événement qui est porté par SAFE SCS, l'école de l'air et de l'espace, et qui est en partenariat avec le GICAT, qui est le groupement des industriels de défense et de sécurité terrestre et aéroterrestre. Il a effectivement pour but, d'une part, un retour d'expérience sur les challenges qui ont eu lieu, et aussi l'émergence de nouveaux projets. Donc c'est l'objet à la fois de ces tables rondes qui réuniront du coup sponsors et lauréats des challenges qui ont déjà eu lieu et des potentiels porteurs de besoins ultérieurs, qu'ils soient industriels ou institutionnels. Typiquement, voilà, ça peut être les points des sapeurs-pompiers qui sont présents. On est en discussion avec un certain nombre de laboratoires, de grands groupes qui viendront exprimer des besoins qui peuvent être solutionnés par l'IA. Et donc, à l'issue et ce rétex et des besoins exprimés dans le cadre des tables rondes, on organisera l'après-midi des B2B qui permettront de manière bilatérale de pouvoir un petit peu investiguer ces besoins et voir dans quelle mesure vos solutions IA, vos solutions techniques peuvent venir répondre à ces besoins et donner lieu à des projets, à des partenariats. Voilà, je ne serai pas plus long. Fabienne, tu as été suffisamment complète, donc je laisse la parole. On a envoyé, je crois, Audrey, dis-moi si je me trompe, mais on a envoyé normalement un save the date hein, à notre écosystème sur ce sujet et normalement la plateforme d'inscription devrait être disponible prochainement. Oui, tout à fait. On vous enverra d'ici peu des invitations formelles. Vous pouvez déjà présent bloquer le créneau du 2 février à Savon-de-Provence dans vos agendas. Et donc STS vous relaiera ou Safe l'invitation formelle. Voilà, puis après, c'est vrai, je sais qu'il y en a certains aussi, membres STS sont passionnés d'aviation, etc. C'est vrai que ce sera à l'école de l'air et normalement, au début d'après-midi, justement après les ateliers de Retex Challenge IA, etc., il y a la patrouille de France qui fera un petit show aérien, sans doute très agréable et toujours impressionnant. En l'occurrence, c'est l'équipe de Voltige. C'est juste avant la patrouille de France, mais ils sont très bons aussi, on vous rassure. Voilà, c'est toujours comme c'est original, ça mérite d'être dit. Voilà, et vous voyez, les sponsors qui sont à l'écran seront présents. Normalement, une grosse partie en tout cas, quasiment tout sauf MBDA, hein, si ma mémoire est bonne en tout cas jusqu'à présent, mais bon, nous sommes en train de les contacter justement pour les solliciter, mais une grosse partie a dit oui, c'est une très bonne nouvelle. Voilà, donc je remets l'agenda et je vais passer le mode présentateur à Bora pour la présentation, mais à Julien pour donc nous présenter ce projet
retenus, je rappelle, hein, dans le cadre des challenges IA, qui a permis, c'était un succès, hein, d'améliorer donc la maintenance et le contrôle d'infrastructure grâce justement à la prédiction d'anomalies. Et c'est vrai que après ce projet, vous pourrez nous dire, finalement, après 12 mois de collaboration étroite avec l'Association nationale de fréquences, quels ont été les résultats? Est-ce que le sponsor a été content? Qu'est-ce qu'il s'est passé avec le sponsor? Et où vous en êtes aujourd'hui? C'est bien de le souligner. Donc, je ne sais pas si le présentateur aura. Oui. Alors, présentateur. Ah, voilà. Très bien. Bien. Est-ce que vous voyez mon écran du coup? Oui, on voit, c'est très bien. Donc, bonjour Très bien. Julien, bienvenue. Bonjour à tous, donc, je suis Julien Muller, je suis le CTO des ACO et je vais vous présenter notre retour d'expérience sur le Challenge IA. Donc, je vais vous présenter très rapidement qui on est. Donc, on est une start-up dont la R&D est basée à Sophia Antipolis, avec un bureau commercial à Paris et très récemment en Suède. Et on a une activité qui est très technologique. Plus de la moitié de notre activité est vraiment de la recherche. Et on travaille en big data et en IA, principalement pour les time series, donc les séries temporelles, dans diverses industries, l'automobile, l'énergie et la fabrication. Alors, comme je disais, on essaie de faire tout pour les time series, donc répondre à l'ensemble du besoin, et ça avec des solutions logicielles et du service. Donc, ça inclut comment stocker des données, c'est des données vraiment spécifiques, comment les nettoyer. Il y a des gros sujets de data quality en ce moment, la transformation, l'annotation ou la labellisation. Donc ça, c'est un sujet qui me tient beaucoup à cœur. Donc de l'automatisation de modèles de machine learning, comment faire des modèles automatiquement sans code éventuellement, de la prédiction, de la détection d'anomalies. Donc le sujet du challenge a été présenté par la NFR, donc c'est l'Agence nationale des fréquences radio. Ils sont responsables de plus de 70 000 sites radio fréquences en France. Et donc qui sont occupés ou sur lesquels les opérateurs télécoms que vous connaissez installent des antennes. Donc ça peut être pour des émissions radio, de la 4G, éventuellement maintenant de la 5G également. Et la NFR, en fait, finalement, c'est une équipe assez petite au regard du nombre de sites qui est surveillé. Et ils réalisent un peu plus de 3000 contrôles par an. Donc on voit bien qu'il y a de la valeur à faire des meilleurs contrôles ou au moins avoir des contrôles à succès. Parce que finalement, quand la NFR va faire un contrôle sur un site qui fonctionne bien, c'est un faux positif. Finalement, le travail n'a servi à rien. Et puis, comme vous le voyez sur la photo, c'est un exemple d'antenne, mais je pense que vous avez tous fait des randonnées dans l'Estérel, par exemple. Vous avez vu ces antennes extrêmement difficiles d'accès. Quand vous allez contrôler un site radio, il vaut mieux que ce soit utile, que ça permette de effectivement constater des anomalies, parce que ça nécessite beaucoup de ressources. Donc la solution qu'on a proposée, elle est extrêmement technologique et ça c'est intéressant parce qu'il y a vraiment un grand écart entre l'utilisateur, qui est un contrôleur qui va sur le terrain vérifier si les installations sont correctes, s'il n'y a pas d'interférence par exemple entre deux antennes qui seraient peut-être mal positionnées en termes de direction, en termes de hauteur, et des moteurs d'IA extrêmement avancés de deep learning. Donc les utilisateurs nous ont présenté 10 types de points de contrôle. Et on a construit pour chacun d'eux un modèle de machine learning dédié pour essayer de prédire ce type d'anomalie sur un site spécifique. Et les sources de données étaient assez difficiles à traiter parce que très hétérogènes. Donc on avait des informations de structure, où situer les antennes, qu'est-ce qui était installé dessus. Les données open data. Alors ça, si vous avez déjà manipulé de la donnée open data, c'est extrêmement riche et un niveau de qualité très variable, donc c'est très dur à traiter. Et puis des historiques de contrôle. Alors ça, c'est vraiment toute la connaissance métier en fait qui était stockée là.
et pour lequel le machine learning a énormément de valeur parce que finalement, intuitivement, on se rend bien compte que si un contrôleur en Bretagne trouve des bonnes techniques de contrôle pour un point précis, on pourrait utiliser aussi en région PACA ces techniques. Et si on arrive à faire un bon modèle qui généralise tout ça, on arrive dans la situation où en fait toutes les connaissances des contrôleurs est partagée entre tous les contrôleurs. Donc éventuellement, ça pourrait nettement améliorer les résultats de contrôle. Et c'est ce qu'on a constaté en pratique, en fait. Donc la solution qu'on a proposée, c'est de prédire des anomalies, 10 types d'anomalies pour chacun des sites, et du coup recommander certains sites plutôt que d'autres en espérant qu'il y ait une ou plusieurs anomalies sur les sites. Et le résultat, c'est qu'on a augmenté de 50% les contrôles positifs. Donc on a vraiment réduit le nombre de faux positifs. En fait, on a vraiment réduit le nombre de contrôles inutiles. Et alors, ce qui est très intéressant, c'est que dans ce projet-là, l'aspect technique, KPI, n'est pas suffisant, en fait. Parce que, comme je le disais, des contrôleurs, c'est des gens qui vont sur les sites. Donc, ce qu'il faut, c'est qu'ils acceptent l'outil, qu'ils l'adoptent et qu'ils leur servent à quelque chose. Et donc, on a fait beaucoup de travaux avec eux, de workshops, pour comprendre vraiment ce dont ils avaient besoin. Et on a vraiment compris que l'interface graphique était un enjeu clé pour eux, que voilà, quand ils sont sur site, ils peuvent pas sortir un ordinateur, il faut qu'ils puissent sur leur téléphone portable regarder rapidement, se rendre compte que à proximité il y a peut-être un autre site, ce qui explique une interférence peut-être, ou qui leur permet de faire un contrôle inopiné supplémentaire et donc d'augmenter leur taux de succès. Et donc là, on a bien vu qu'il y avait une très bonne adoption parce que l'outil correspondait à leurs besoins, au-delà des KPI techniques qui étaient excellentes. Et donc la NFR le dit. Les contrôleurs le disent eux-mêmes en fait, c'est que ils ont pu prendre ou leur ordinateur quand ils préparent des contrôles, ou leur téléphone portable sur site, et puis aller faire leur contrôle sans avoir besoin d'appeler des informaticiens ou des data scientists. Et donc ça c'est énormément de valeur pour eux, ce qui explique qu'ils sont contents de l'outil. Donc alors ça c'est plus mon retour sur ce genre de projet en fait. Donc, il faut voir que les challenges IA, il y a aussi un challenge pour les startups, c'est que c'est financé partiellement. Donc, il ne faut pas le faire juste pour faire le projet. Il faut vraiment que ça ait une valeur, qu'on puisse s'inscrire dans la durée. Donc, il ne faut pas uniquement faire un POC, il ne faut pas prouver juste une technologie. Il faut vraiment s'engager dans quelque chose où il y a un ROI confirmé qui permet de continuer le projet dans le temps. Et puis, en particulier, nous, on fait des choses qui sont très technologiques. On est un pure player du machine learning, de l'IA. Donc, adossé à ça, il faut réussir à présenter des choses hyper custom qui répondent aux besoins clients. Donc, savoir rajouter la touche de personnalisation qui fait que nos outils sont pas juste des technologies, mais sont vraiment utilisables en pratique. Et donc ça, c'est vraiment le schéma qui est en bas, c'est-à-dire que il y a des choses très techniques, du big data pour les données, du machine learning, des modèles de deep learning, et pourtant à la fin, on arrive à afficher une carte qui est assez simple et qui permet au contrôleur de voir, par exemple, qu'aujourd'hui, il faudrait peut-être aller faire un contrôle dans l'Esterel parce que là, il y a 3 sites probablement anomalies. On a une bonne chance de réussir notre journée, contrairement à la zone d'Antibes dans laquelle il y a peut-être qu'un site un peu intéressant, mais avec moins de chances de succès. Et puis contrôler 15 sites c'est difficile, alors que là, on a 3 sites à proximité dans l'Esterel. Donc, comment est-ce que tout ça peut servir aux startups? Alors, comme c'est un projet qui est financé partiellement, il faut que ça s'inscrive dans la durée, comme je disais. Je vais vous en parler un peu plus. Et il faut aussi que ça vous serve à vous. Nous, ce qu'on a essayé de faire, c'est de construire un moteur d'IA qu'on peut réutiliser. Donc, ce moteur, dans le cadre de la NFR, on l'a personnalisé pour un besoin spécifique. On l'exploite aussi dans une solution SaaS de détection d'anomalies dans le cloud et dans une solution packagée dans une solution desktop purement pour la labellisation de séries temporelles. Et je pense vraiment qu'il faut réfléchir à une stratégie de mise en valeur des projets, au moins technologiquement. Et donc, comme je disais, le track, c'est dans le cadre du challenge, il faut réussir à créer quelque chose à partir de ce démonstrateur. Donc là, vous avez 12 mois maximum. Finalement, c'est une durée assez courte quand on fait du développement technologique. Et c'est un financement qui est limité sur un projet risqué. Donc,
faut que ça vous apporte technologiquement, et puis il faut que vous arriviez à faire quelque chose, construire un projet à partir de là. Alors, il y a d'autres valeurs, bien sûr. Pour nous, ça nous a aidé à monter en compétence sur un métier qu'on connaissait pas du tout, comprendre aussi mieux les problématiques de projets publics. Et puis, évidemment, il y a une visibilité du projet qui est extrêmement intéressante. Que là-dessus, on pense qu'SCS nous a beaucoup aidé parce que ça permet de nous faire mieux connaître et mieux connaître notre compétence dans l'écosystème et au-delà. Tu peux dire aussi, Julien, excuse-moi, mais si tu reviens sur la slide précédente, c'est que toute la propriété intellectuelle des travaux réalisés pendant les 12 mois reste dans vos mains. Donc c'est vrai que ça c'est évidemment. C'est vrai que le financement il est comment dire limité à 45% pour les PME, mais c'est de la subvention, je précise quand même aussi, ça n'est pas de l'avance remboursable, mais c'est vrai que l'API reste dans vos mains et ensuite le lauréat, si la collaboration s'est bien terminée, le lauréat et le sponsor engagent une négociation commerciale pour savoir si le sponsor veut en gros enfin, est-ce qu'il veut s'approprier l'outil ou la solution développée ou pas. Tout à fait. Alors c'est ça ce qui justifie de réfléchir à une stratégie et le fait de pouvoir construire de la technologie, financer de la technologie qui sert dans le cadre de ce projet, mais aussi en règle générale pour la start-up. Et en fait, si vous arrivez à avoir cette réflexion stratégique, là, le projet a énormément de valeur. En fait, c'est un financement qui vous finance un projet, qui vous fait continuer dans le temps et qui, à côté, vous aide à développer votre technologie. Donc ça, effectivement, c'est extrêmement intéressant pour la start-up. Et puis pour finir, en fait, donc le challenge, c'est une relation avec un sponsor qui a un réel besoin. Donc, il faut réussir à transformer ça. Ça a été le cas dans le cadre de notre projet. Donc, la NFR nous a aidé à scaler le démonstrateur. Donc, dans un premier temps, on a montré qu'il y avait une solution possible et qu'il y avait de la valeur et un ROI. Ensuite, on a vraiment essayé de construire une solution qui répondait à un grand nombre de types de contrôles et qui est vraiment fonctionnelle, donc qui permet de faire des contrôles sur toute la France. Et donc là, on est sur la 3e année du projet qui va commencer. Et donc, on est en train de réfléchir avec la NFR comment on peut mettre ça en production et donc peut-être passer par un marché public, continuer à monter sur le sujet. Donc voilà, nous, on a vraiment vu ce challenge comme le point d'amorce en fait d'un projet qui a été suivi par un financement plan de relance et qui maintenant est parti pour continuer sur un vrai projet sur le long terme. Super, merci beaucoup. Je ne sais pas si vous avez peut-être une petite question pour Julien rapidement, le temps de changer de speaker. Je vais remettre l'agenda peut-être rapidement et j'accueille Patrick Général. Patrick Perrotte vient de nous rejoindre qui exprimera son point de vue à la fin des 3 projets présentés, notamment le projet Vascreen. Mais bon, après, tout point de vue aussi peut être intéressant pour sur ces projets-là. Alors, peut-être que je vais donner la parole à le mode présentateur à Marielle. On va maintenant passer à la présentation d'un nouveau dispositif qui s'appelle Security, un dispositif européen où il y a plusieurs binômes de PME notamment qui travaillent sur, qui ont été sélectionnés notamment dans le premier pôle, je me rappelle. Donc, Marielle, si tu veux bien nous en dire plus. Et d'ailleurs, je précise que ESACO va à nouveau intervenir juste après Marielle avec le projet prototype Vascreen et ce sera Bora cette fois qui présentera. Et ensuite, Azuria. Voilà, Marielle, je te donne la Oui, merci. Est-ce que vous avez bien mon écran partagé? Très bien. Très bien. Merci, Julia. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Fabienne. Effectivement, en introduction des 2 présentations suivantes, nous voulions vous parler du projet Security, qui en fait est un dispositif de financement qui s'adresse aux PME, donc est un projet européen pour le financement de plus petits projets dans le domaine de la sécurité. Donc, c'est complètement dans le thème de la journée d'aujourd'hui.
Donc SCS est partenaire de ce projet européen qui existe depuis un peu plus d'un an et qui est coordonné par le pôle SAFE qui est présent d'ailleurs aujourd'hui. Et donc SAFE et SCS sont associés avec 6 autres entités européennes, essentiellement des pôles, des clusters européens dans le même domaine que SCS et SAFE. Et l'objectif de ce projet, donc financé par la Commission européenne, est de soutenir les PME dans le domaine de la sécurité et de les accompagner dans le développement d'innovations au service de territoires et d'infrastructures plus sûres. Donc, Security permet en fait de cofinancer des petits projets collaboratifs qui permettent donc le prototypage ou l'expérimentation de solutions technologiques numériques dans le domaine de la sécurité. Et cela s'effectue donc sur une base collaborative avec des coopérations entre PME. Donc concrètement, cela s'effectue par la distribution de ce qu'on appelle des tickets de financement par le projet Security selon ce qu'on appelle le principe du financement en cascade. Donc la cascade, c'est la Commission européenne qui fournit un budget au consortium Security qui après les redistribue vers des PME via des appels à projets qui sont gérés directement par le projet Security. Donc, en tout, ce sont plus de 3,5 millions de budget qui sont reversés par les PME, qui sont versés aux PME par le projet Security. Donc, concrètement, cela se fait via 2 appels à projets. Le premier a eu lieu en fait au début d'année 2022. Et donc, 21 projets ont été sélectionnés sur plus de 110 projets qui ont été déposés au niveau européen. Et vous verrez donc juste après 2 de ces projets-là, donc Vascreen avec l'entreprise ESACO et le projet ELIA avec l'entreprise Azuria. Ces projets-là donc sont en cours depuis le mois de septembre. Et nous sommes en train de travailler sur la mise en place donc du 2e et dernier appel à projet qui va ouvrir le 10 janvier pour une clôture le 14 mars. Donc, c'est le moment de vous préparer si ces dispositifs-là vous intéressent. Donc, le 2e appel Security, l'objectif est de financer donc jusqu'à 21 projets avec donc au moins 42 PME puisque chaque projet doit être composé à minima de 2 PME. Donc, le financement va exclusivement vers les PME et il faut qu'au moins l'une de ces PME soit une entreprise du domaine du numérique. Les consortiums peuvent être composés d'entreprises du même pays et également d'entreprises de 2 pays différents, mais on encourage vraiment les candidats à se présenter avec un partenaire d'un autre pays, puisqu'il y a des points de bonus pour les consortiums qui sont au moins binationaux. À titre d'information, sur les 21 lauréats de la première vague, uniquement un consortium était un consortium purement national avec 2 partenaires du même pays. Donc, on encourage vraiment la coopération transfrontalière au niveau européen. Donc, 2 types de projets peuvent être financés. Donc, soit des projets de ce qu'on appelle de type de prototype. Donc, ici, l'idée est de développer en fait une solution sous la forme d'un POC à destination d'un utilisateur final. Et ici, le financement est de 74 000 € par projet, donc avec un maximum de 60 000 € par PME. Donc, le projet Vascreen qu'on verra tout à l'heure est de ce type, développement d'un prototype. Ou bien un projet de type démonstration, avec ici l'idée d'avoir en fait une démonstration sur le terrain à grande échelle d'une solution numérique dans le domaine de la sécurité. Et ici, le financement est de 88 000 € pour chaque projet, avec un maximum également de 60 000 € par PME. Et le projet d'Azuria qui s'appelle ELIA, qu'on verra tout à l'heure, est un projet de type démonstration. Et le financement s'étale sur une durée maximum de 12 mois et c'est un financement par subvention forfaitaire. Donc en termes de domaines, on a identifié en fait 3 grands domaines sur lesquels on attend des candidats. Donc le premier, c'est la protection des infrastructures dites sensibles, donc notamment tout ce qui est protection des hôpitaux, des sites industriels critiques, etc. Avec 4 sous-challenges dans le domaine de la cybersécurité, la protection des opérations, les contrôles d'accès et l'identification et la protection d'un périmètre sur une zone donnée. Le deuxième domaine porte sur la résilience en cas de catastrophe, notamment catastrophe naturelle, avec 3 types d'actions. La prédiction du risque donc avant une crise, les systèmes d'alerte et la communication en cas de crise, et ensuite tout ce qui est analyse et recovery après une crise. Et ensuite, le troisième sujet porte sur la protection de l'espace public, en particulier dans le cadre d'événements majeurs et de grands rassemblements.
avec un élément sur les détections et les alertes, le contrôle et l'aide à la décision, et ensuite un sujet sur le cybercrime et la cybersécurité et la protection de l'espace public, notamment via les réseaux sociaux. Un dernier élément donc pour vous rappeler le calendrier. Donc l'appel à projet va ouvrir formellement le 10 janvier 2023. Donc c'est à partir de ce moment-là que seront disponibles en ligne le guide du candidat, les différents formulaires à compléter. Gardez en tête la deadline du 14 mars pour le dépôt des dossiers. Ensuite, en avril et en mai, s'effectuera la période de sélection par des experts externes, avec notamment ce qu'on appelle un jury day, donc une séance de pitch pour les 40 candidats présélectionnés qui aura lieu en ligne au mois de mai. Et donc, les lauréats devraient pouvoir commencer leur projet et signer leur accord de financement avec le projet Security à compter du mois de juillet, donc pour un financement qui s'écoulera jusqu'à la fin du mois de juin 2024. En termes d'événements, donc afin de bien vous préparer à cet appel-là, donc plusieurs événements vont être organisés. Donc les partenaires français du projet Security, donc Safe, Systematic et SCS, organiseront un webinaire d'information plus détaillé que ce que je viens de vous indiquer ici au mois de janvier, donc le 10 janvier. Il y aura également des webinaires en anglais d'information au niveau européen les 12 et 25 janvier. Et des sessions de réseautage avec des sessions de matchmaking B2B auront lieu en ligne sur une plateforme dédiée, donc le 18 janvier au matin et le 8 février au matin également. Dans l'hypothèse où vous cherchez un partenaire, si vous avez une idée de projet mais vous n'avez pas de partenaire européen, ces sessions-là sont faites pour vous. Donc, vous trouverez toutes les informations sur Security sur le projet du site web security-project.eu et également sur les réseaux sociaux ici même. Donc, je vous invite vraiment à suivre l'actualité du projet via également le pôle SCS, puisqu'à compter du début janvier, nous allons accélérer notre communication sur ça afin de pouvoir offrir l'opportunité à plus de PME possible de candidater à cet appel à projet. Donc, je vais laisser maintenant la parole à Fabienne pour pouvoir avoir la chance d'avoir un aperçu de 2 de ces 21 lauréats de la première vague. Merci Marielle. Alors, petite information, vous n'avez sans doute pas vu les slides défiler. Je pensais que le problème venait de moi parce que l'image même de la caméra de Marielle était figée. La bande passante est limitée où je suis, mais en fait, apparemment, je pense que c'est général. Donc, ce que je vous propose, c'est que j'enverrai les slides détaillés, si tu veux bien, Marielle, hein, à tous les participants. Mais bon, de toute façon, ce qui était important, c'est qu'on a bien entendu détaillé voilà, les différentes opportunités, le planning, les différentes dates importantes, les événements qui vont qui vont souligner encore cette opportunité de financement en janvier. Mais en tout cas, je vous enverrai à tous les participants les slides de Marielle, puisque apparemment elles n'ont pas pu être défilées, ou en tout cas certaines personnes n'ont pas pu voir les différentes slides défilées. Je ne sais pas pourquoi, c'est resté sur la première page. Alors, on va passer maintenant, donc, comme le disait Marielle, au premier projet, donc plutôt prototype, qui s'appelle VAScreen, qui va traiter donc justement de machine learning, hein, puisque c'est ESACO qui est à la manœuvre, qui gère une plateforme pour détecter notamment des produits illicites, et ça peut être utile justement dans des aéroports. Alors, on va voir avec Bora Kizil, donc CEO, qui va nous présenter ce projet VAScreen. On va bien vérifier que les slides défilent cette fois. Moi, j'ai une bande passante limitée, mais je vais m'en assurer auprès de d'autres participants et organisateurs, si vous voulez bien. Peut-être ESACO, si tu veux juste tester que la slide numéro 1, Bora, si tu veux bien tester que la slide numéro 1 passe bien. Hop. Ouais, ok, donc ça a l'air de marcher cette fois, donc c'est à vous. Ok, parfait. Merci Fabienne et merci au pôle STS de nous avoir invités. On est gâtés aujourd'hui, on a 2 interventions. Donc cette fois-ci, on va parler de VAScreen, donc projet Security, qui a été financé par Security. Donc le problème qu'on essaie de résoudre, et je m'excuse tout d'abord pour les slides qui sont en anglais, mais c'était beaucoup plus pratique pour nous, mais je vais faire la présentation en français. Donc le problème qu'on résout en fait, c'est que aujourd'hui le screening des produits illicites dans les bagages, des solutions qui existent actuellement sont pas assez bonnes. Elles sont chères, elles sont intrusives et pas du tout efficaces. Et souvent, on dépend d'un opérateur qui peut être fatigué ou pas assez concentré. Donc, les solutions actuelles sont bien entendu
les X-rays, les screenings à partir des chiens qui reniflent les produits illicites, ou bien les ETD qui sont des détecteurs de traces d'explosifs directement, qui sont directement appliqués à un petit tissu qu'on va passer directement sur les objets et qu'on va mettre dans une machine qui va détecter ces traces. Donc aujourd'hui, ce sont nos compétiteurs. La solution actuelle qu'on propose, c'est de passer d'une méthode de screening qui est dans l'état actuel à un screening beaucoup plus rapide que vous voyez à droite en fait de l'écran et qui va permettre de pouvoir détecter les traces dans les bagages de manière beaucoup plus aisée, rapide, moins intrusif. Donc le système, on va en fait renifler, si je peux dire tel quel, à partir d'un capteur, les composants qui sont dans l'air ambiant et en fait ce sampling va pouvoir créer un spectrogramme que vous voyez ici et par la suite en fait les algorithmes des ACO vont à partir de différents algorithmes de deep learning trouver des traces qui sont déjà connues ou bien des traces inconnues du système qui peuvent être des produits illicites qu'on ne connaît pas encore et de manière de plus en plus automatique. Donc en fait, l'avantage par rapport aux solutions actuelles sont multiples. Donc premièrement, c'est du temps réel. Donc on va pouvoir détecter en temps réel directement les substances qu'on cherche. On est vraiment dans une démarche non intrusive, donc on n'est pas obligé de sortir son ordinateur de son sac, on n'est pas obligé de sortir ses liquides de son sac. En fait, on peut avoir, grâce à l'environnement ambiant, pouvoir détecter des substances qui sont directement dans les bagages. On est aussi beaucoup moins cher que du X-ray, puisque on pense qu'on va pouvoir être à moins de 10 centimes par analyse, tandis que les X-ray, on est à 4 fois ce prix, à peu près 40 centimes en fait par analyse de bagages. On va avoir des meilleurs taux de détection. Donc, on estime qu'on pourra atteindre les 90% et on estime qu'on pourra avoir moins de 10% de fausses alarmes, de faux positifs. Et un des sujets les plus importants, c'est que de cette manière, aujourd'hui, les systèmes actuels ne peuvent que reconnaître les traces connues. C'est-à-dire que votre chien, quand vous l'entraînez, le chien, il s'entraîne à des odeurs qu'il a déjà rencontrées auparavant. Tandis qu'avec le deep learning, on peut vraiment, à partir de la détection d'anomalies des traces, des traces qu'on a, des patterns de données qu'on n'a jamais vues, on peut commencer à détecter des événements et des substances qu'on n'aura jamais identifiées auparavant. Donc on a parlé donc comme vous avez vu dans les images, on parle plutôt de screening dans les aéroports, mais en fait le marché est un peu plus grand. On peut parler des différentes usines industrielles où la sécurité est de mise, des infrastructures de télécom ou bien des ports maritimes. En fait, tous les sites où on aura besoin de faire du screening et on aura besoin d'implémenter de la sécurité peuvent utiliser ce genre de solution. Donc la solution est développée aujourd'hui par deux startups. Donc une startup française, c'est nous, ESACO. Donc on est spécialiste des séries temporelles, de l'analytics des capteurs ou bien du machine learning. On fait beaucoup de détection d'anomalies, de reconnaissance de patterns, du forecasting, de l'adaptation de données. On travaille dans la défense, les télécoms et dans les différentes industries telles que les industries de microprocesseurs. Et on travaille aujourd'hui en partenariat avec Mion Technologies, qui est une startup basée en Espagne. Et Mion, ils sont dans ils sont spécialisés dans les capteurs de détection de vapeur. Donc, ils vont pouvoir donc là, vous voyez en fait le partenariat entre une startup très spécialisée en software, qui est ESACO, et une startup très spécialisée en hardware, qui est Mion. Le projet Security qu'on a mis en place, donc le projet Vascreen dans le cadre de Security qu'on a mis en place, a pour but de pouvoir mettre ensemble les deux technologies, donc les détections de vapeur de Mion et les technologies d'IA de ESACO, et pouvoir sortir en fait un démonstrateur à la fin de ce projet qui va pouvoir servir à convaincre les différents prospects qu'on aura et pouvoir peut-être chercher plus de financement pour pouvoir mettre en place le projet.
Donc, Security, donc pourquoi on a choisi Security? En fait, on a vu plusieurs avantages. Donc, premièrement, c'est un projet qui s'inscrit dans le cadre de Security, donc c'est une solution de sécurité. Deuxièmement, il y a du financement qui était présent. On avait du support également, support de suivi de projet. Donc, on remercie d'ailleurs Pôle SCS pour le support et le suivi du projet qu'ils effectuent. On a déjà eu plusieurs réunions de suivi avec eux, donc ça permet de mettre un cadre sur le projet. Et puis, les avantages qu'on voit, c'est qu'on peut tester très rapidement la solution avec du financement qui est disponible. Et si c'est pas du financement comme le Challenge BPI où on est vraiment dans de la subvention à certaines hauteurs, donc c'était 45%. Ici, on est vraiment sur du financement sur les frais réels. Donc vraiment en termes de testing et de coût pour l'entreprise, on est vraiment à zéro. Donc c'est vraiment avantageux. Ça permet aussi de trouver des partenaires. Donc, c'est vrai que Mion Technologies, on les a trouvés grâce à cet événement Security. Donc, ça permet de mettre ensemble différentes startups et complémentaires et ça leur permet de travailler ensemble. Et puis, il y a un aspect aussi de crédibilité. Hein, effectivement, le fait qu'on a de la visibilité sur le site internet de Security, qu'on en parle maintenant aujourd'hui, ça permet en fait d'avoir cette visibilité et de la crédibilité des projets et de l'entreprise. Pour nous, c'était vraiment il n'y avait que des avantages. Donc voilà, merci beaucoup. J'espère que ça a été clair. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Merci beaucoup, Bora. Effectivement, n'hésitez pas à poser vos questions à Bora et Julien donc, sur les projets Challengia et le projet Security dans le module questions. Vous avez dans le menu GoToWebinar. Vous les écrivez et ensuite elles seront posées à l'oral directement à chacun d'entre eux. Maintenant, on va passer la parole à Frédéric de Azuria, qui va présenter son projet, alors plutôt démonstrateur, qui s'appelle Elia, basé sur leur expertise autour de l'IA embarquée pour détecter et générer des alertes en temps réel sur des événements comme les feux de forêt. Bonjour Frédéric. Bonjour à toutes et à tous. Vous voyez bien la présentation? Très bien. Super. Donc déjà, un grand merci au Pôle SCS de nous mettre un coup de projecteur sur notre société Azuria et surtout de nous avoir aidés pendant les différentes étapes, et il y en a plusieurs, de sélection du projet Security. Donc c'était important de le dire. J'ai pas mis la vidéo parce qu'en fait je peux pas être au bureau aujourd'hui. Mais vous avez nos photos là, ce sont pas forcément les plus intéressants. Donc moi c'est Frédéric Ferrezet avec mon cofondateur Lionel. Nous ont rejoint et travaillent en particulier sur ce projet Sarah, Julien, Gila. Donc on voyait des profils très différents, mais on partage tous les mêmes valeurs. Donc vu le délai de la présentation, je ne vais pas rentrer dans le détail. Je pense que la valeur essentielle dans tout ça, c'est qu'on essaie de développer des solutions qui soient utiles à la planète et à ses occupants. Donc, on rentrera un peu plus dans le détail plus tard. Vous pourrez poser vos questions sur, par exemple, à quoi consistent les règles de l'économie sociale et solidaire que nous avons mis dans nos statuts, etc. On verra à la fin sur le temps disponible. Alors, ce qui est très important de savoir dans le cadre de l'IA embarquée, comme beaucoup en parlent, on parle aussi de edge computing. En fait, il faut vraiment avoir une approche système et on ne peut pas dissocier. C'est pour ça que nous avons besoin de ces profils-là. La partie data, donc je pense que Isako me rejoindra là-dessus, qui est essentielle pour avoir en termes de qualité, de quantité, pour développer le bon modèle, mais aussi dans notre cas, le type de cible qui là doit prendre en compte les besoins système de l'utilisateur final en termes de consommation, de temps d'inférence, de latence, etc. Donc sur ces activités-là, nous sommes aidés par une bourse FrenchTech Mera qui nous permet de développer notre solution d'IA que je vais vous présenter après, et le projet Confiance AI, qui est en fait un projet du grand défi français pour développer ce plan stratégique au niveau national. Donc ça aussi, on pourra en parler plus tard. Donc cette approche-là nous permet en fait de développer des solutions, comme je disais tout à l'heure, customisées, qui vont des applications dans des microscopes électroniques jusqu'à des satellites. Donc on pourra aussi vous présenter un peu plus en détail tous ces travaux-là, mais c'est pas le sujet du jour. Donc je passe à la suite. Alors c'est toute la chaîne qui permet justement d'arriver à une IA embarquée customisée.
en essayant de dépenser le minimum d'énergie. Une spécialité d'Azuria, c'est de travailler dans le multispectral. Donc déjà en RGB, il y a des informations que voit l'IA que ne voit pas forcément l'œil humain, mais dans les autres bandes spectrales que ne voit pas l'œil humain, c'est encore plus vrai. Donc on peut même rajouter ici, on l'a pas fait, mais la bande thermique infrarouge qui est aussi très utile. Entre autres, comme on le voit ici, pour faire la labellisation des données, là aussi on en a parlé, c'est vraiment essentiel. Donc là, on voit une image RGB par exemple d'un satellite. Et là, donc c'est ce que voit l'œil humain. Et là, c'est ce que on peut voir en choisissant certaines de ces bandes spectrales. Et donc, on voit sous l'épais nuage de fumée les foyers de feu. Donc, c'est là qu'on voit l'importance de cette approche-là. Je vais passer vite aussi sur la partie deep learning. Donc, bien sûr, on utilise en baseline et surtout en référence les modèles état de l'art. On ne se prétend pas meilleur que Facebook ou Google ou Enco. Mais on essaie quand même, grâce à la Workshop Tech, de développer une approche qui nous permet de customiser, comme on a dit tout à l'heure, mais avec un minimum d'énergie, c'est-à-dire de ne pas chaque fois tout faire le process d'entraînement complet. Donc, c'est pour ça aujourd'hui, c'est notre axe de développement au niveau IA, c'est d'avoir une approche qui nous permet de très rapidement et avec très peu de consommation d'énergie, c'est un gros problème de l'IA qui est souvent caché, de nous adapter à un nouveau cas d'usage. Donc, ça demande, comme je l'ai dit, une maîtrise de plusieurs cibles matérielles pour s'adapter aux besoins finaux du client. Donc, vous l'aurez compris, on fournit aussi bien le code d'IA adapté à la puce qui peut exister dans le système du client, que la brique IA plus caméra avec les bandes spectrales qui vont bien pour compléter et valoriser le produit du client en y amenant donc de la capacité d'autonomie ou d'alerte. Et les systèmes, on peut aller jusqu'au système complet. Donc, c'est ce que nous permet de faire le projet Security en finançant le projet ELIA, qui est un aérostat filaire multi-usage que je vais vous détailler maintenant. Donc ça, c'est Helica, c'est notre partenaire britannique. Donc, on a été sur un des derniers projets 2020 qui autorise encore les Anglais à répondre. Donc, on en a profité parce qu'ils ont vraiment une solution très intéressante. Et ils souhaitaient nous fournir leur solution et que nous développions le système complet. Donc, les particularités de cette solution-là, on va le voir après, c'est qu'elle est très facilement transportable et déployable en très peu de temps, avec une grande stabilité au vent, donc jusqu'à 96 km/h pour les plus gros aérostats. Vous voyez là une carte de France, on s'aperçoit qu'avec des vents de 100 km/h, en fait, même dans les régions les plus ventées, il y a moins de 10 jours par an et plus de la moitié pendant l'hiver. Donc, ça fait une capacité opérationnelle très, très grande, avec une observation très haute altitude et une couverture à 360 degrés. L'envoi d'alerte sur MMS, parce que là aussi, on ne va pas vous vendre de l'IA fiable à 100%. Donc, il faut que l'opérateur final, que le décideur final ait une vue de la détection pour pouvoir la valider avant d'intervenir, avec une autonomie 7 jours sur 7, jour et nuit. Donc, aujourd'hui, la limitation, c'est les batteries qui permettent d'alimenter la caméra et le système de processing et de transmission. Et donc, suivant la taille et le type de caméra qu'on utilise, bien sûr, le prix est variable, sachant que le coût opérationnel est limité au prix de l'hélium pour remplir la partie ballon de l'aérostat, mais qu'on peut aussi récupérer de différentes manières. Donc là, il y a une vidéo justement qui montre de quelle manière, à quel point le système est facilement transportable et déployable sur différents sites. En plus, c'est un un aérostat assez volumineux. Il y a des solutions bien plus petites qui existent. Donc, on travaille sur des améliorations, des axes d'amélioration. Donc, contrairement à ce qui a été dit avant, nous, sur ce projet-là, ELIA, donc financé par Security, on ajoute aussi une part propre pour développer pas mal de choses. Mais sans ce financement-là, on pourrait pas aller aussi vite et on ne pourrait pas acheter des parties essentielles qu'on peut acquérir grâce à ce projet. Donc, les axes d'amélioration sont entre autres la possibilité de fixer des cellules solaires souples, sachant qu'il y a aussi possibilité d'alimenter les plus gros aérostats en filaire. Comme vous le voyez, il y a des treuils qui permettent de déployer plus facilement le plus gros ballon et qui permettent aussi de les sécuriser contre les vols, aussi avec un anémomètre de les redescendre en cas de danger ou de vent trop important. On peut rajouter du contrôle à distance des caméras pour faire des zooms.
Il y a bien sûr un GPS au niveau sécurité. Il y a des systèmes de dégonflage rapide, justement dans le cas où le ballon sort d'une certaine zone pour une raison X ou Y, et pouvoir le récupérer grâce au GPS. Donc l'intérêt aussi, c'est de l'utiliser sur des multi-usages, ce qu'on va voir après. Et donc, en fait, l'idée, c'est que dans certains cas, le ballon puisse faire plusieurs tâches en même temps, ce qui intéresse en particulier les parcs naturels. On va en rediscuter un peu plus loin. Là, c'est une vidéo qui montre la stabilité du ballon, même en cas de vent. Donc, nous, on travaille sur des images plus que sur de la vidéo. Donc là, en fait, vous allez voir, il y a des petits bougés parce qu'en fait, la caméra est motorisée, ça nous permet de faire des zooms. Donc l'idée, c'est de se caler à l'horizon et regarder une vue très très loin, en particulier pour la détection des feux de forêt. Donc là, c'est des cobuages qui nous permettent d'entraîner notre IA. Donc elle est triplement intéressante dans le cas des détections d'incendie. C'est pour ce projet-là, cette démonstration-là qu'on a été sélectionné dans le cadre de Security. D'abord, en détection précoce. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, on envoie une alerte de détection de fumée pour avoir une intervention rapide. Les pompiers sont aussi intéressés pendant, parce que durant la nuit, en fait, les avions peuvent pas voler. Donc, eux continuent à intervenir. Vu qu'on peut monter jusqu'à 5000 pieds, ça leur permet d'avoir une vision de nuit grâce aux caméras thermiques et d'être alerté des différentes évolutions du feu. Et après, quand les feux sont terminés, les pompiers repartent et il y a les reprises de feu. Et là, comme le ballon est facilement déployable, on peut le mettre en lisière des feux et pouvoir détecter rapidement une reprise de feu. Donc, vous aurez compris. Donc ça, c'est un cas d'usage qui intéresse aussi les parcs naturels, en plus des forces d'intervention. Il y a aussi donc, des choses c'est là où je vous parlais du multitâche, on peut aussi détecter avec le même système de caméra et faire le comptage d'animaux, par exemple. Le randonneur, dans le cas où les randonneurs sont interdits. Donc, il y a plein de choses qui sont possibles. Il y a aussi des applications, ça a tenu au vent. Comme vous le voyez là, on peut aussi le tracter par un bateau. Donc là, ça ouvre aussi, d'un point de vue sécurité, d'autres cas d'intérêt, comme bien sûr le secours en mer, de jour comme de nuit, avec une alerte que l'opérateur ne peut pas forcément voir de visu. On travaille aussi, par exemple, avec une société Ecopol qui fait de la récupérage de pollution en mer, chimique et matérielle. Donc ça permet, quand les nappes ont bougé ou quand de détecter plus facilement avec une vision de haut les zones polluées et pour intervenir plus rapidement. Et ainsi, la surveillance, effectivement, la SNEC, c'est des conchyliculteurs qui sont intéressés à certaines périodes de l'année pour surveiller leur parc ostréicole, surtout l'hiver. Donc ça nous permet aussi d'optimiser le développement des ballons pour les utiliser l'été sur les feux et l'hiver sur d'autres cas d'usage. Donc j'espère que j'ai pas été trop long. Donc bien sûr, comme pour les autres, les questions seront bienvenues et nous y répondrons avec plaisir. Merci beaucoup, Frédéric. Tu peux peut-être allumer ta caméra. Je vais demander également à Bora de le faire, mais aussi au général Patrick Perrotte, coordinateur. En fait, moi, comme j'ai pas trop de bande passante, d'accord. De bande passante, je vais arrêter faire un bon son plutôt que voir ma tête qui n'est pas forcément le plus intéressant. Ok, très bien, pas de problème. Aucune obligation. Juste, je voulais voir une petite slide questions-réponses et puis on va passer la parole donc au général Patrick Perrotte. Bienvenue. Est-ce que tu m'entends, Fabienne, et est-ce que tu me vois? Oui, alors je t'entends très bien et donc merci d'être présent. Peut-être que tu peux rappeler aux auditeurs qui tu es, quel est ton rôle, notamment au sein de la Gendarmerie nationale. Et en fait, l'objectif de te faire venir dans ce WebTech, c'était finalement d'avoir un point de vue, un intérêt potentiel, en tout cas un point de vue utilisateur, puisque nous avons réuni trois offreurs de technologie, 3 porteurs de projets. Et c'est toujours bien effectivement d'avoir l'expression d'intérêt et en tout cas un feedback d'un utilisateur, d'un end user, comme on dit. Donc, je te laisse la parole. Alors, effectivement, merci Fabienne, merci pour l'invitation. Ce que j'ai vu des choses très intéressantes, je me suis connecté un peu tardivement, mais j'ai vu la présentation sur les séries temporelles et jusqu'à maintenant. Donc, ce que je vous propose, c'est d'évoquer, oui, peut-être me présenter en quelques mots. Donc, je suis le général Patrick Perrotte, je suis coordonnateur pour l'intelligence artificielle
au sein de la gendarmerie nationale et en charge d'un service autour de tout ce qui relève de l'innovation et de la transformation de l'institution. Ce que je vous propose, c'est peut-être en quelques points évoquer ce que j'ai entendu sur les séries temporelles, notamment avec le projet autour de la NFR, qui faisait écho à beaucoup de choses qu'on travaille au sein de l'institution. Évoquer l'intérêt pour nous de participer à des challenges ou à des appels à projets, et puis bien entendu dire un mot sur Vascreen, l'intérêt qu'on peut y voir d'un point de vue métier de sécurité, et je dirais également peut-être un mot sur Elia que je ne connais pas, mais qui paraît également intéressant sur un certain nombre d'aspects qui pourraient entrer dans le champ des missions de la gendarmerie nationale. Alors peut-être d'abord sur ce que j'ai entendu au niveau de l'analyse des séries temporelles, je trouve que c'était par Julien, c'était extrêmement bien expliqué, et à travers sa présentation, j'ai reconnu l'intérêt qu'on a nous sous diverses formes. On utilise des séries temporelles, nous, pour essayer d'anticiper les phénomènes de délinquance, parce que ce sont des séries chronologiques, les cambriolages par exemple, et donc les séries temporelles nous permettent effectivement, potentiellement, de prédire d'autres occurrences sans aucunement s'attacher aux données nominatives, mais bien aux faits. Et donc, on n'est pas intrusif, mais on s'intéresse aux faits pour expliquer nos opérations aux différentes autorités et potentiellement mieux orienter nos patrouilles. Ça faisait écho aussi à la notion de maintenance prédictive, c'est-à-dire que, comme ça a été expliqué, et j'ai parfois des difficultés à l'expliquer en interne, la maintenance prédictive, c'est pas changer les pneumatiques d'un véhicule tous les tant de kilomètres, c'est pas vérifier les amortisseurs, les freins tous les temps de kilomètres. C'est plutôt détecter tout ce qui est anormal, tout ce qui relève des anomalies. Et donc là, effectivement, on peut utiliser des séries temporelles, on peut exploiter l'IoT pour, là aussi, détecter des choses qui ne sont pas dans l'habituel. J'aime pas trop employer le terme d'anormalité parce que, comme dirait un magistrat du Conseil d'État, c'est qu'on porte un jugement de valeur alors qu'il n'y a pas du tout de jugement de valeur. C'est souvent bien compris dans la communauté scientifique, un peu moins dans la communauté des juristes, mais on est vraiment sur la détection d'anomalies, de choses non conformes, et ça peut être, ça relève de la remontée d'alerte. Et ce que j'ai entendu aussi me faisait penser à tout ce qui est criblage en matière de contrôle pour éviter de faire des contrôles totalement aléatoires, qui sont consommateurs de personnes et qui ont un taux d'échec important. L'analyse des séries temporelles permet aussi de mieux cribler les contrôles qu'on peut être amené à faire. Un point qu'a évoqué Julien également, c'est l'acceptabilité par l'utilisateur. Ce point est essentiel. Il est essentiel sur différents aspects. Ça a été évoqué, la facilité d'utilisation, l'interface qui est utilisée. Ce sont des points extrêmement importants parce qu'on peut avoir le meilleur outil. S'il est difficile à utiliser, il ne sera pas adopté parce qu'aujourd'hui, on est habitué avec nos smartphones à avoir des applications très faciles d'utilisation. Le professionnel recherche ça également dans ses applications métiers. L'acceptabilité aussi, c'est des taux d'erreur très bons tout de suite. C'est-à-dire que la confiance, elle se construit très rapidement. L'utilisateur, si ça fonctionne pas, il va pas adopter de système, mais il lui donnera pas une seconde chance au système. Donc il faut très vite avoir des résultats très bons, d'où l'intérêt effectivement de faire des expérimentations et de tester avant de le mettre dans les mains des utilisateurs. Et la question de la robustesse est également un sujet important, c'est-à-dire que il faut pas qu'il y ait des bugs bien entendu, mais qu'ils soient également robustes aux attaques cyber potentiellement, parce qu'en fonction de l'utilisation, ça peut être important. Et ce qui a été également souligné, c'est par différents intervenants, c'est l'apport entre le métier et la science, c'est-à-dire qu'il faut absolument associer les deux. Le métier a parfois rarement conscience de ce que peut lui apporter la science, et la science oublie parfois les contraintes de métier. Donc je crois que le binôme des deux est extrêmement intéressant, et c'est tout l'intérêt des projets qui sont portés par les challenges IA ou par les appels à projets européens, c'est que justement il y a une association du métier, des académiques et des industriels, et ça peut être extrêmement intéressant. Un mot sur l'intérêt pour la gendarmerie nationale de travailler sur
ou avec les challenges IA ou les appels à projets européens. Le challenge IA, pour nous, c'est un vrai intérêt stratégique, c'est-à-dire que ça nous permet de voir un peu plus loin que le présent et de mettre à contribution potentiellement des startups sur des sujets pour valider une solution, valider une intuition et de la concrétiser. Ça ne veut pas dire que elle sera passée à l'échelle aussitôt. Ça veut dire qu'en tout cas, on a une preuve de concept qui tient la route et on a démontré que ce qu'on pouvait envisager est réalisable. Et ça c'est des points qui sont importants. Il y a cette notion de preuve de concept scientifique et technique qui après sera soumis à la validation juridique éventuellement pour une exploitation opérationnelle. Mais déjà, être capable de prouver aux décideurs que l'intuition qu'on a fonctionne, c'est pour nous extrêmement intéressant et c'est d'autant plus intéressant ces challenges-là que c'est dans un temps plutôt court. Donc là aussi, pour nous, c'est un plus parce que au sein du ministère de l'Intérieur, le temps est compté et on a besoin de solutions rapides. Un mot sur Security, cet appel à projet européen, tout ce que j'ai pu entendre, protection des infrastructures sensibles, résilience aux catastrophes, protection de l'espace public, rentre bien évidemment dans le scope des missions de la gendarmerie nationale. C'est très bien d'avoir fait un focus sur la résilience, parce que devenant de plus en plus techno, on oublie la nécessaire résilience, on oublie le retour en arrière et derrière la résilience, il faut aussi penser à être capable de parfois maintenir des vieux systèmes. Est-ce que ça a un intérêt ou pas? Des fois, il faut savoir les abandonner aussi. Donc ça, c'est quelque chose qui nous intéresse également. Donc si je devais résumer, effectivement, ces appels à projets, le grand intérêt pour nous, c'est un intérêt stratégique, c'est de voir plus loin et d'anticiper la réalisation de systèmes et de faire des preuves de concept de ce qui peut effectivement fonctionner. Et ce que j'ai pu voir à travers les projets résultant des challenges IA, c'est qu'on a une vraie solution derrière. C'est-à-dire qu'on a quelque chose qui est potentiellement industriable à court terme. Et ça, c'est important pour nous en termes de valorisation au niveau des potentiels décideurs à convaincre. Alors Vascreen, ça fait un petit moment que j'en ai entendu parler et effectivement c'est pour nous un sujet d'intérêt. Il est c'est un intérêt sous plusieurs formes. Le premier, c'est son champ d'application. Alors la gendarmerie n'est pas forcément dans la détection des bagages dans les aéroports. Mais pour autant, moi, ce qui m'intéresse, c'est l'application de la techno et de ce qu'elle est capable de détecter. Le stupéfiant, l'explosif et peut-être des substances inconnues. Comme ça a été précisé, le chien il est entraîné sur des substances qu'il connaît et des choses qui ne sont pas connues sont pour nous extrêmement intéressantes. Alors, c'est pas très grave si on n'est pas sur le champ des aéroports. Moi, la science qui est derrière m'intéresse parce que effectivement, nous typiquement dans les rêves parties, c'est des choses qui pourraient nous intéresser. Dans un certain nombre un G7, un G8, ça peut être intéressant de faire passer un certain nombre de matériel à travers ces solutions pour voir s'il y a des choses qui sont utilisées. Ça peut être à l'entrée de concerts. Enfin, il y a énormément de possibilités d'utiliser ce type d'outils. Et je ne parle pas des JO qui devraient arriver d'ici quelques temps en France, si j'ai tout compris. Le court terme est là aussi un enjeu essentiel puisque 2024, c'est demain. Donc, typiquement, cette notion de détection chimique, on l'utilise aussi pour nos scènes de crime. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est parti sur un projet de détection d'odeur sur les scènes de crime pour essayer de revenir à une odeur qui caractériserait les individus qui ont été sur la scène de crime. Donc, il y a un travail sur le capteur de l'odeur et il y a un travail post-analyse, effectivement, une fois qu'on a capté l'odeur. Donc tout ça nous intéresse. En termes d'extension, moi évidemment, ce type d'application réduit à des systèmes plus discrets est également un enjeu pour nous, parce qu'aujourd'hui on voit bien que c'est pas forcément discret, mais encore une fois c'est pas très grave parce que c'est pas la cible essentielle. Mais avoir des choses plus discrètes pourrait également nous intéresser. La notion de temps réel est un point important pour nous.
parce que quand on a une odeur d'explosif à détecter, on n'a pas forcément beaucoup de temps pour réagir, et tout ce qui peut être détecté en temps réel est important, et j'ai envie de dire tout ce qui peut même être détecté en anticipation est important. Aujourd'hui, on est beaucoup en réaction. Il faut absolument qu'on soit à la fois sur la détection de temps réel et à la fois sur l'anticipation. Ce que j'ai entendu en termes de performance m'intéresse également. Je crois qu'il faut, et cette visibilité est importante, de benchmarking par rapport aux solutions existantes pour effectivement faire adopter la techno. La performance, c'est performer par rapport au rayon X, performer par rapport au chien. Ce sont des éléments importants. Ça a été souligné, mais je le rappelle aussi, pour nous, le chien est efficace sur un certain nombre d'applications. Hein, c'est quelque chose qu'on utilise, mais où c'est intéressant, des outils automatiques, c'est le chien se fatigue. Le chien a un niveau de performance hétérogène en fonction de l'animal. Donc là, on a quelque chose qui est plutôt uniforme. Et là encore, c'est quelque chose de reproductible et plutôt intéressant en termes d'évaluation et de suivi de performance, et de voir potentiellement à améliorer l'outil si sur certaines substances il n'a pas été performant, on peut améliorer là-dessus un certain nombre de choses. Un point, parce que j'ai découvert la présentation à Elia, ça m'a fait penser à des choses autour d'un drone à l'hélium qu'on a également créé. Ce drone à l'hélium a vocation à ne pas polluer les scènes de crime. Et en voyant Elia, moi j'ai pensé aux grandes catastrophes naturelles, effectivement. Hein, dans le sud de la France, on se rappelle ce qui s'est passé à Nice. Ça peut être intéressant pour détecter des potentielles victimes, pour détecter l'étendue des dégâts, pour détecter des zones à risque pour les unités d'intervention. Ça peut être également intéressant pour tout ce qui est crash d'aéronefs. Je pense à la Germanwings ou à ce genre de choses. En complémentarité des systèmes existants, hein, les drones, les hélicos, avoir des systèmes comme ça peuvent aussi, pour nous, être intéressants. J'ai vu qu'il y avait des images satellitaires. On travaille nous aussi beaucoup sur les images satellitaires. Donc voilà, peut-être résumé. Dit en quelques mots l'intérêt par rapport à ce que j'ai pu voir, mais c'est presque offensant, Fabienne, de nous demander l'intérêt par rapport à tout ce que j'ai pu voir, parce qu'il est évident que ces systèmes-là font partie intégrante des missions de la gendarmerie, et on a intérêt à suivre tout ça au plus près, de façon à là aussi ne pas nous laisser dépasser par la techno qu'on peut utiliser, par la techno qu'utilisent aussi les criminels, typiquement sur les bases crimes. Ce qui peut être intéressant aussi, c'est la robustesse au masquage. Comment on peut tromper Vascrine, et de voir s'il y a des outils qui peuvent effectivement altérer des substances chimiques pour contrecarrer ça. Donc voilà, tout ce spectre d'activités nous intéresse, bien entendu. Merci beaucoup, merci Patrick. Est-ce que ça vous fait réagir, Bora, Julien, Frédéric, donc le témoignage de… Oui, parce que moi, en plus, j'ai eu la chance de discuter avec le général d'éthique, dialectique. C'était très intéressant. Effectivement, par rapport à certaines problématiques, le multispectral permet, par exemple, de détecter certains leurrages et certains masquages. Ce qu'on travaille aussi, j'en ai pas parlé aujourd'hui, on a aussi des projets. Parce que quand on parle d'IA éthique, on a la chance en France d'avoir quand même des ministères de l'armée qui ont créé un livre blanc qui est très clair. Donc, il y a certains pays avec qui on ne travaillerait pas, mais je pense qu'il y a en France une prise en compte de l'éthique qui est importante et qui permet justement de valoriser l'IA. C'est aussi pour ça qu'il y a eu autant de financement qui a été mis dans le projet Confiance AI. Donc oui, effectivement, on n'a pas cité toutes les applications, mais il y en a beaucoup, et bien sûr, on reste ouvert pour participer à un challenge IA s'il y a des idées concrètes avec la gendarmerie, par exemple, parce qu'effectivement, il y a beaucoup de choses à faire et les gens ne croient que ce qu'ils voient. Donc, il faut arriver à faire une démonstration pertinente pour convaincre les réticences de certaines donneurs d'ordre. Donc, on est prêt à le faire, mais comme l'a signalé Zakou, il faut le faire. C'est là où c'est compliqué. Il faut à la fois être en capacité de faire des démonstrations qui anticipent des besoins utilisateurs et arriver à se financer en même temps. Donc, c'est là où certains peuvent le faire.
mais on peut pas faire des POC non financés. Autrement, on tue très vite des petites startups qui n'ont pas beaucoup de moyens, quoi. Bien sûr, bien sûr. Merci. Oui. Si je peux réagir, Fabienne, Bien sûr. et ça fait partie aussi de ce que j'ai entendu. Aujourd'hui, l'éthique doit intégrer aussi la dimension environnementale. C'est quelque chose sur lequel on travaille pas forcément assez parce que on en parle beaucoup, mais c'est pas forcément simple. Hein. C'est le stockage, c'est les langages de programmation, c'est la frugalité des systèmes, des algos, et c'est pas non plus forcément simple. Et en parler, c'est une chose, l'utiliser, c'en est une autre. Donc ça, c'est quelque chose qui aujourd'hui rentre aussi dans un certain nombre de sujets. Et j'ai entendu le terme de POC. Alors, moi, j'utilise presque maintenant plus le terme de démonstrateur. J'ai envie de dire, alors j'ai parlé de preuve de concept également, hein, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, les preuves de concept, on les a, en fait, si on s'intéresse un peu à l'état de l'art d'un certain nombre de disciplines, on n'en est plus aux preuves de concept. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut être sur les démonstrateurs, presque sur des données opérationnelles qu'on peut fournir, parce que la preuve de concept sur des données non opérationnelles, je crois qu'elle est déjà existante en fait. Donc aujourd'hui, et nous, c'est ce qu'on pousse au niveau de la réglementation notamment, c'est que les partenaires avec qui on travaille, on puisse leur donner des données opérationnelles de façon à ce qu'on ne soit pas simplement sur la preuve d'un concept, mais réellement sur un démonstrateur de système qui peut être potentiellement déployable s'il y a besoin de passage à l'échelle ou pas. Qu'est-ce que vous en pensez, Julien ou Bora, effectivement, de cet aspect développer un démonstrateur à partir de données simulées ou opérationnelles? Alors, tout à fait. En fait, la qualité, l'intelligence artificielle apprend pas toute seule. Elle apprend sur des données. Donc, la qualité des données sur lesquelles on travaille est extrêmement importante. Donc, effectivement, on peut démontrer des choses sur des données simulées, mais ce sera extrêmement limité. Même les résultats, en fait, seront meilleurs sur la donnée opérationnelle. Dans la donnée réelle, il y a de la variabilité, il y a des volumes de données. Ça permet de généraliser des choses réelles. Donc, même nos KPI seront meilleurs, en fait, sur de la donnée opérationnelle. Et puis, il y a aussi l'aspect mise en production. C'est-à-dire que si on a travaillé sur la donnée opérationnelle, les risques de mise en production sont beaucoup plus faibles que si on a travaillé sur de la donnée simulée et qu'on se dit, bah, tiens, on va mettre en production des algorithmes de machine learning. Ok. D'ailleurs, j'en profite pour vous. Il y a quelques questions pour vous, Julien et Bora, sur vos deux projets. D'abord, Julien, tant qu'à faire, on peut peut-être rester sur le AI for CS, le projet donc sur les time series. Donc, il existe beaucoup de modèles sur le marché. Facebook, Prophet, TFT, Arima. Comment votre modèle se différencie des autres modèles? Première question. Et deuxième question, comment traitez-vous le gap entre les données d'apprentissage et la mise en production de votre modèle? D'accord. Alors, c'est des super questions. Pour répondre à la première question, à un moment, on a essayé de faire le meilleur modèle de machine learning au monde. D'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui font ça, beaucoup de chercheurs. On a même fait des charts en fait pour comparer les modèles. Et on s'est rendu compte en fait que si vous arrivez à développer le meilleur modèle de machine learning au monde, ça prendra à peu près moins de 3 mois pour que quelqu'un vous dépasse. Donc l'enjeu, à mon avis, il est plus de savoir qualifier les modèles, et on fait énormément de benchmarks des nouveaux papiers, des modèles existants, et de savoir évaluer en fait des modèles entre eux. Et ce qu'on a constaté, c'est que si vous prenez 4 à 5 excellents modèles, peut-être Facebook Prophet et quelques algorithmes de deep learning, et puis des algorithmes classiques qui parfois dans certains use cases donnent de meilleurs résultats, que vous les mettez en concurrence, vous avez de très fortes chances d'être bien meilleur que chacun des modèles pris individuellement. Donc moi, je prends plutôt une approche d'évaluation pour trouver les modèles les plus adaptés à un cas d'utilisation que faire le meilleur modèle. Puis ensuite, en fait, il y a beaucoup de travaux qui sont faits là-dessus, hein, qu'on parle de l'AutoML par exemple. Moi, je pense que le Far West, la zone où il reste une grande amélioration à faire, elle est au niveau de la qualité des données. Donc la labellisation, le choix des données de l'apprentissage, le fait d'utiliser de la donnée réelle plutôt que de la donnée simulée, c'est ça qui va faire que vos résultats seront meilleurs. Plus que choisir le meilleur modèle, il y a beaucoup de choses qui existent maintenant sur le sujet, ce qui n'était pas vrai il y a 4 ou 5 ans par exemple. Et
peut-être, merci. si je peux compléter, Fabienne, parce que je rejoins tout à fait ce que dit Julien, c'est-à-dire l'obsession du meilleur modèle. Déjà, ça va coûter très cher. Ensuite, ça va, au bout de 3 mois, sera dépassé. Nous, ce qu'on veut, c'est des modèles qui fonctionnent avec un niveau de performance qui est tout à fait satisfaisant. Encore une fois, peut-être qu'on n'a pas besoin de 100%, mais ce qu'on a besoin, c'est du suivi de notre algo aussi, c'est-à-dire qu'il puisse être évolutif et qu'on puisse accroître son niveau de performance au fur et à mesure, qu'on puisse modifier potentiellement son point de fonctionnement en fonction de l'application sur laquelle on travaille. Et cette capacité à intervenir potentiellement sur le code, c'est quelque chose qui nous importe aussi, même si on n'a pas le dernier modèle de chez Meta ou de chez Amazon ou de chez Google, parce que là aussi, des fois, on veut se détacher de cette dépendance aux géants du numérique, et plutôt beaucoup qu'un peu. Donc, c'est pas très grave si on n'a pas forcément le meilleur modèle, mais faut que ce soit un modèle performant et qui réponde à un certain nombre de critères. Je compléterai bien, Fabienne, si tu veux, ces sujets-là. Bien sûr. Alors, il y a plusieurs points. Alors, déjà, au niveau des données, on en a parlé tout à l'heure, les données synthétiques, souvent on fait de l'incrustation. On est loin d'être fan. Alors, ça marche très bien si on va coller des avions. En plus, on peut faire des ombrages, c'est joli. On détecte l'avion. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que l'IA utilise beaucoup le contexte et des signes de second niveau, de troisième niveau qu'on ne voit pas forcément à l'œil. Donc, ce genre d'exercice peut générer déjà de la perte de l'information utile et peut générer aussi des biais. Donc, c'est pour ça qu'on n'est pas très fan de ce genre d'approche. En fait, pour bien le faire, il faut aller vraiment dans l'espace latent, créer des features qui sont utiles à l'IA. Et ça, c'est très compliqué. C'est pour ça que nous, on préfère les images de terrain. Donc, ça, c'est le premier point. Ensuite, au niveau des modèles d'IA, là aussi, quand on parle de modèles qui subperforment tous les 3 mois, on est à du 98% qui passe à 98,1 et qui des heures et des heures de serveurs GPU, donc des kilos et des tonnes d'impact CO2 pour gagner 0,1 point de performance. Donc ça, on est contre ça, bien évidemment. C'est pour ça qu'on développe notre propre solution en s'inspirant bien sûr des choses qui existent. Mais on développe notre propre solution pour être frugal. Et surtout, comme l'a dit le général, on intègre le retour de nos utilisateurs. Vous pouvez le voir sur notre site dans la démo. C'est pas ouvert dans la démo parce qu'on ne veut pas que les gens s'amusent trop. Et donc, nous, l'utilisateur peut déposer les fausses alertes qu'il a eues sur notre site. Et ces images-là nous servent à améliorer notre algo, qu'ensuite notre modèle, qu'ensuite nous rechargeons. Donc, on croit beaucoup plus au travail déjà dès le début. Sur la base de données, on travaille avec l'utilisateur final qui a un œil souvent bien plus affûté que nous pour labelliser avec qualité les données. Et ensuite, on fait vivre en permanence la solution et on semble ça bien plus pertinent que de repartir pour gagner 0,1 point sur des usines à gaz et inciter tous les développeurs d'IA dans les challenges divers et variés à gagner 0,1 point. Ok, merci. J'ai une question maintenant à Bora et une autre question pour le général Perrotte, Patrick. Donc, je vais d'abord commencer par le projet Vascreen, si tu veux bien, Bora. Votre produit semble plus concurrencer les ETD, détection de traces, que les rayons X. À quelle échéance pourriez-vous avoir une certification pour vendre votre solution dans les aéroports? Ok, très bonne question. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que tout d'abord, le projet il est dans la phase de R&D. Donc, on est vraiment en train de créer un démonstrateur. Donc, on est encore loin de cette phase de certification. Par contre, ce qui est sûr, c'est que à notre niveau de startup, on a conscience que ce sont des étapes lourdes et qui prennent beaucoup de temps. Par contre, on a déjà pris contact avec des leaders du marché tels que Smith Detection ou Rapiscan, qui sont aujourd'hui leaders sur les fournitures de matériel aéroportuaire de sécurité. Et pour nous, une des voies serait de nous mettre en partenariat avec les entreprises qui ont déjà cette expérience et pouvoir continuer le chemin avec eux une fois que le développement du produit serait finalisé. Merci. Une question maintenant au général. Patrick, pardon. Les données opérationnelles en sécurité sont en général gardées confidentielles. Comment l'État, et comment la gendarmerie nationale notamment,
peut-il aider plus qu'aujourd'hui, notamment par rapport à la protection des données, le RGPD, etc. Comment est-ce possible? Alors, je ne sais pas qui on dit l'État, si c'est l'État, la gendarmerie, si c'est l'État, la CNIL, si c'est l'État, la DGE. Comment l'État, peut-être l'État, Ouais, différents nous, ce qu'on organismes. fait, en fait, on pousse sur le fait nos données doivent être, nos données opérationnelles doivent être partagées dans le cadre de projets, parce que sinon, on n'aura jamais une vraie évaluation des systèmes qu'on utilise. C'est quelque chose qu'on porte même au niveau de l'Europe et du projet de réglementation européen, l'AI Act, parce que c'est pas assez porté. Mais déjà, Cédric Villani avait parlé des bacs à sable, des possibilités d'expérimentation, et on voit que ça peine énormément à avancer. Donc nous, je peux vous assurer qu'on est très offensif là-dessus, parce qu'on a besoin de partager, que ce soit avec des académiques ou les industriels, un certain nombre de données opérationnelles à la confidentialité parfois relative, hein. Mais ça nécessite aussi des acteurs comme les ministères de la Justice, ça nécessite des acteurs comme la CNIL, et donc c'est pas toujours simple de pouvoir partager ces données. Mais à mon avis, c'est le vrai enjeu du développement de l'IA au sein de l'institution gendarmerie. C'est-à-dire que tout à l'heure, je parlais de l'acceptabilité et du taux d'erreur. Si on a le meilleur système qui est sur des données non pas synthétiques, mais des données qui ne sont pas des données opérationnelles, et qu'on le propose à l'utilisateur sur des données opérationnelles avec une dégradation des performances, mais c'est échec pour 5 ans. Il reviendra pas dessus. Et ça, c'est le vrai souci qu'on a aujourd'hui, c'est d'être capable de l'exporter sur des données à caractère, pas des données à caractère personnel, pardon, des données opérationnelles. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui on développe beaucoup, parce que comme on n'a pas totalement possibilité de partager nos données, eh bien on développe aussi des systèmes pour pouvoir se benchmarker, et puis parfois on demande à l'industriel qu'on teste nous-mêmes la solution sur nos propres données, et ensuite on va au résultat. Mais ça nécessite d'être capable de comprendre ce que c'est que l'évaluation d'un système d'IA, que ce soit par des courbes d'aide, que ce soit par des courbes ROC. Enfin, il y a différentes métriques qui permettent d'évaluer les systèmes d'IA. Donc là aussi, ça nécessite une compétence humaine scientifique en interne. Donc, je ne sais pas si j'ai complètement répondu à la question, mais en tout cas, c'est un sujet de préoccupation permanent chez nous. Et si on veut être opérationnel efficace, on devra passer un moment par ce partage de données. C'est objectivement, enfin moi je suis pas inquiet quand je partage des données avec des contrats de confidentialité avec certains industriels. Ça doit pouvoir se faire. Et il faut simplement bien écrire les responsabilités pénales potentielles qu'il peut y avoir derrière s'il y a une fuite de ces données. Et il faut être très attentif à ces sujets-là. Ok, merci. Ça vous fait réagir peut-être Frédéric, Bora, Julien, avant qu'on clôture ce WebTech? Non? Si, on peut dire que c'est un sujet très 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 important pour nous. Enfin, on est tout le temps, nous, assujettis à ce genre de problématiques. On travaille beaucoup avec la défense, avec la DGA, avec MBDA, Naval. C'est vrai que c'est des problématiques qui arrivent souvent. On arrive toujours à s'en sortir. Il y a toujours un moyen de trouver. On trouve toujours un moyen de pouvoir partager la donnée, soit en se déplaçant sur site, soit en utilisant des logiciels d'anonymisation. Quand il y a un fort enjeu, il y a toujours des solutions qui existent. Oui. L'idéal, c'est vraiment que ça fonctionne by design. Donc, si vous avez accès à un jeu de données public qui vous permet de construire un modèle qui va être utilisé dans un cadre confidentiel, c'est vraiment idéal. C'est pas toujours fonctionnel. On parlait de données simulées. On peut utiliser des données simulées dans le cadre de construction de modèles, paramétrage, et puis après aller sur site, utiliser des vraies données juste pour construire le modèle. Il y a des solutions qui existent pour travailler avec de la donnée confidentielle. Après, Fabienne, je suis passé un peu vite dessus vu le temps. C'est que justement l'IA embarquée, alors nous on travaille essentiellement sur les images. Donc du coup, on est directement concerné par le RGPD. Et le gros avantage de l'IA embarquée, c'est justement de traiter la donnée au niveau du capteur et de ne transmettre que l'information utile. Donc en ne transmettant pas les images mais que l'information utile, ça nous permet de répondre positivement au RGPD. Donc ça, c'est un point important
l'IA embarquée et je l'ai pas signé, j'en profite pour le faire maintenant. Oui, c'est un enjeu, mais j'étais le secrétaire général de la CNIL il y a la semaine dernière ou la semaine d'avant. Les données qu'on exploite, même si les données qu'on transmet, même si le résultat est totalement anonymisé, les données qu'on exploite peuvent poser souci aussi. Donc, c'est un enjeu pour nous. Et je voudrais juste ajouter qu'on est pareil que vous, c'est-à-dire qu'on ne peut pas faire ce qu'on veut. Moi, en termes de reconnaissance faciale, j'ai créé des données synthétiques avec des GAN pour être capable d'évaluer des systèmes. Et le niveau de performance n'est pas tout à fait le même parce que reconnaître un individu qui n'existe pas, il faut faire de la data augmentation, et la data augmentation n'est pas d'aussi bonne qualité qu'un individu réel pris dans des positions, dans des vues différentes. Donc tout ça, c'est des vrais enjeux. Il faut absolument qu'on puisse tester des algos sur la donnée réelle et opérationnelle. Ok. Bon, merci à tous. On a largement débordé, donc je vais devoir clôturer ce webtech. Je vous remercie infiniment à tous les 5. Et puis, je vous donne rendez-vous, donc, comme vous voyez normalement à l'écran, le 2 février à Salon de Provence, à l'École de l'Air, pour les Retex Challenge IA. Il y aura, ce sera une journée fort intéressante avec bien sûr la DGE, la DGA, BPI qui seront présents, mais aussi beaucoup de sponsors publics comme privés. Je précise que les Challenge IA ciblent des sponsors privés, comme on en a parlé, mais aussi des sponsors publics comme l'Association nationale des fréquences et peut-être, pourquoi pas, la Gendarmerie nationale un jour. Et le prochain webtech, même format, 1 heure, plus quand ça déborde, mais c'est pas grave. Le 13 janvier, avec les 2 startups membres SCS, Ineosense et Chantiloc, sur la géolocalisation indoor, donc les avancées, l'innovation sur la géoloc indoor dans le domaine de suivre des outils, des équipements sur les différents sites de production, mais également dans l'univers du retail, au niveau notamment des étagères connectées, et comment cette innovation peut permettre à un gestionnaire de boutique, par exemple, un gérant de boutique, de mieux comprendre l'intérêt de certains produits avant que ce produit soit acheté. C'est une meilleure connaissance du consommateur, notamment avec le cross-canal, le consommateur qui peut venir en boutique, qui regarde un produit, qui le déplace donc sur l'étagère connectée, mais qui ne l'achète pas. Et ensuite, l'autre webtech qui fait suite à la journée STS pour ceux qui ont participé de jeudi dernier sur la régulation autour de la cybersécurité. On aura l'ANSSI, également Eurecom, une autre startup de membres STS également, qui nous expliquera pourquoi la régulation européenne, notamment sur le Cyber Security Resilience Act, pourquoi c'est important cet acte, quel impact bien sûr pour les PME, et en fait pourquoi plus de transparence des systèmes permettra de mieux protéger et d'augmenter cette cybersécurité. Donc on verra ça avec des experts du sujet bien sûr, le 28 février, toujours à 11h et entre 11h à midi a priori. Voilà, merci à tous, bonne fin de journée et à très bientôt. Merci, bonne journée. Au revoir. Au revoir à tous. Au revoir, merci encore.